Bonjour tout le monde. Je m'excuse pour le petit délai. On avait un souci de branchement de caméra. J'espère que vous allez bien. Ici où je vis, au Québec, l'automne s'installe doucement. On est en pleine période de récolte, bien que celles-ci ont été malmenées par des pluies diluviennes tout au long de l'été. On a eu un été vraiment très, très, très humide, très pluvieux. Aux Africaines et Africains avec qui nous sommes en contact, il fait frais pour les gens qui s'intéressent au climat un peu, à la météo. Le mercure baisse doucement, en particulier la nuit. Et les coloris des feuilles sont en voie de s'installer dans le paysage. Je m'appelle Hélène Raymond, je suis membre du conseil d'administration du PA Développement International. Je vous souhaite la bienvenue en mon nom personnel et je vous présente tout de suite le secrétaire général du PA Développement International, Hugo Beauregard-Langelier. Oui, bonjour Hélène, merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. C'est vraiment un autre plaisir de vous retrouver à notre série de panels qu'on a commencé déjà depuis 2020. Puis, bienvenue aussi à nos deux panélistes que Hélène va vous présenter un peu plus tard. Quand je pensais un peu au thème aujourd'hui, ça me faisait penser à une discussion que j'ai eue la semaine dernière avec des collègues maliens d'une organisation qui PADI appuie depuis 1994 qui s'appelle FASO-JIGI. En fait, c'est une organisation de producteurs et de productrices. Ils produisent principalement des céréales et de l'échalote. Et évidemment, ils le produisent au Mali, un pays qui est actuellement en guerre. Parce qu'on tend à l'oublier, mais la plupart des pays qui sont en guerre, les productrices et les producteurs continuent malgré tout à produire avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. Et dans le cas des Maliens avec lesquels j'ai parlé, en fait, ce qu'ils me disaient, c'est que la dernière campagne a été quand même relativement bonne, la campagne de production agricole. Donc, il y a eu quand même beaucoup de production de céréales, entre autres, qui a été mise sur le marché et les prix étaient extrêmement élevés. On peut penser que c'est dû, entre autres, à l'inflation, à la guerre en Ukraine. Et comme les prix étaient très élevés, le gouvernement malien a décidé subitement de fermer temporairement les frontières et de donner gratuitement du riz aux familles. Ça, ce que ça a fait pour une organisation qui fait de la mise en marché collective comme Fasojigi, c'est que c'est venu complètement déstabiliser leur mécanisme collectif de mise en marché. Il y a eu une baisse rapide des prix, il y a eu une impossibilité de vendre les stocks entreposés dans les magasins et Fasojigi s'est retrouvé dans l'incapacité de rembourser la banque à laquelle ils avaient emprunté. Donc, l'équilibre entre les producteurs et les consommateurs, je dirais qu'elle est fragile, mais pourrait l'être moins si dans les stratégies de crise, notamment des crises de sécurité alimentaire, on miserait davantage sur une approche développementale plutôt qu'uniquement humanitaire ou je dirais court-termiste. Parce que dans des pays comme le Mali, les consommateurs sont aussi les producteurs et ils sont souvent très nombreux. Sur ce, pour poursuivre les réflexions sur cette thématique, je laisse la parole à nos invités. Encore une fois, grand merci de votre présence. À toi, Hélène. Merci beaucoup. Merci Hugo. Bonne écoute. Bonne journée. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec la formule, on a initié ces rencontres hors terrain, on pourrait les appeler comme ça, dans la foulée de la COVID, puisque l'UPA Développement International a été bien sûr forcé d'interrompre ses missions sur le terrain. On voulait garder contact avec les partenaires et quand les missions ont repris, on a choisi de continuer parce que c'est une occasion extraordinaire de mettre des gens en contact les uns avec les autres. Pas seulement pour UPADI d'être en contact avec ses partenaires, mais pour que des gens qui sont, comme aujourd'hui par exemple, un peu partout en Afrique de l'Ouest, en Amérique du Nord, au Canada, au Québec, des gens qui sont producteurs, représentants d'organisations paysannes, d'agences gouvernementales, bref, des gens d'un peu tous les milieux pour que vous puissiez échanger, écouter dans le cas d'aujourd'hui, des femmes qui ont une réflexion intéressante à nous proposer. Alors, bienvenue encore. On est près de 80 déjà et probablement plus parce que je sais que devant, derrière certains ordinateurs, il y a plus d'une personne dans des bureaux. Alors, on est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. On va vous demander tout de suite de répondre à une question, de décrire par un exemple concret, en peu de mots, ce que représente la sécurité alimentaire au quotidien. Donc, ce que ça veut dire sécurité alimentaire et bien-être au quotidien dans votre environnement. Je vous laisse quelques secondes. Je vous demande d'apporter vos réponses dans la zone de discussion. Vous avez au bas de vos écrans une zone qui s'appelle discussion, la zone de clavardage, et une autre question-réponse.
On va garder la zone questions-réponses pour un petit peu plus tard. Alors, glissez là des idées et on va commencer à discuter avec nos invités. Je vais vous les présenter tout de suite et vous avez toute l'heure qui suit pour continuer de bonifier la réflexion. Donc, on accueille aujourd'hui Djenaba Diallo, qui œuvre en Afrique avec des organisations partenaires de longue date du PA Développement International. Nous la joignons à Ouagadougou. On accueille aussi Jessica Dufresne. Jessica est apparue sur notre radar au cours de l'été dernier, au moment où l'Inde a interdit l'exportation de riz non parfumé hors frontières, et ce dans le but de nourrir sa propre population. Mesdames, bonjour. Alors, il Bonjour, faudrait Hélène. ouvrir les microphones, s'il vous plaît. Je demandais. Oui, alors, bonjour Jessica. Bonjour, Hélène. Bonjour. Bonjour Djeneba. Bonjour. Oui, alors Djeneba, vous êtes éleveuse et transformatrice laitière, présidente du Collège des femmes de la Confédération paysanne du Faso, vice-présidente du Collège régional du réseau des organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest, le ROPA, qu'on connaît avec son acronyme dans le milieu. On est très, très fort sur les acronymes dans le milieu. Parlez-nous un petit peu plus longuement, Djeneba. Dites-nous ce qui vous a emmené à défendre les éleveurs et en particulier les femmes depuis toutes ces années. OK. Merci. Je vais d'abord vous remercier l'UPADI de nous avoir associés à cet important panel sur la sécurité alimentaire durable, qui est une préoccupation majeure de la Confédération paysanne, ses membres et le Collège des femmes. Donc, en rappel, l'UPADI est un partenaire stratégique, comme vous dites, et ça fait bientôt, avec certaines organisations de la CPF, plus de 30 ans de collaboration. Et moi, j'ai eu la chance de faire un voyage en décembre 2022, novembre-décembre 2022, au siège pour le 90e anniversaire. Donc, merci beaucoup pour cet intérêt. Mais mon parcours est vraiment, peut-être que c'est par concours de circonstances. Et c'est en 92 que peut-être vous connaissez l'association APES, l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, qui existe et qui avait son siège à Dori, et qui m'a contacté pour encadrer les femmes, parce que chaque année, ils organisent une semaine où ils réunissent tous les éleveurs et les femmes éleveurs de toute l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique centrale. Et donc, c'est en participant à cette semaine, on m'a confié la section, l'animation de toutes ces femmes qui sont venues d'horizons divers, qui sont de la même culture, et nous avons... Ça coupe un peu, Djeneba. On va couper votre caméra et continuer avec le son. Généralement, ça fonctionne mieux. Alors, on vous écoute, Djeneba. Continuez. Alors, vous dites que c'est ce jour-là qu'on vous a recruté et vous avez choisi de continuer. Alors, nous l'avons perdu. Jessica Dufresne, bonjour. Bonjour, Hélène. Il faut être prêt à rebondir dans ces histoires-là. Vous êtes avocate, vous êtes doctorante en droit, chargée de cours à l'Université d'Ottawa, à la fois spécialiste du droit à l'alimentation, mais également citoyenne impliquée depuis longtemps dans la lutte contre l'insécurité alimentaire sous l'angle des droits humains. Vous œuvrez au sein du Regroupement des cuisines collectives du Québec, vous présidez le Conseil du système alimentaire montréalais. Alors, vous joignez expertise et engagement citoyen d'une certaine façon. Oui, tout à fait. D'abord, merci, merci Hélène pour la présentation. Merci aussi à UPADI pour l'invitation.
Et oui, comme vous le dites, je porte plusieurs chapeaux, hein. Je suis, oui, chercheur, chargée de cours. Je viens de déposer ma thèse de doctorat. Donc, éventuellement, si tout va bien, si je défends dûment ma thèse, peut-être docteur en droit. Mais oui, je m'implique aussi depuis toujours. Là, je me rappelle quand j'étais jeune adolescente, là, j'allais servir des petits déjeuners avec le Club des petits déjeuners du Québec. J'ai toujours eu une préoccupation qui était bien présente à ce que tout le monde mange à sa faim ou en tout cas. Donc, c'est parti de là. Et là, de fil en aiguille, j'ai eu un intérêt plus académique là, pour l'alimentaire. Puis j'ai étudié en droit, donc j'ai essayé un peu de mélanger ces intérêts-là et de voir comment le droit pouvait être un levier pour s'assurer finalement que toutes et tous aient une sécurité alimentaire. Oui, comme dit, là, mes plusieurs chapeaux, en fait, actuellement, ce qui me mobilise à temps plein, c'est mon emploi comme chargée de projet droit à l'alimentation au sein du regroupement des cuisines collectives, où on est en train de mettre sur pied, en fait, une consultation, mobilisation nationale autour du droit à l'alimentation. On cherche en quelque sorte à faire davantage connaître ce droit qui est pourtant existant au Canada, mais qui n'est pas en ce moment un levier, là, du moins qui est mobilisé. Et on souhaiterait ultimement en arriver à proposer un projet de loi cadre autour du droit à l'alimentation. Donc, c'est un peu ce qui m'occupe en ce moment et en fait, ça me passionne parce que c'est un peu faire vivre ma thèse, donc vraiment sur le terrain. Puis oui, je suis aussi effectivement présidente du Conseil du système alimentaire montréalais. Donc, moi, je suis partie de ma maîtrise à étudier le droit à l'alimentation en Inde, mais par la suite, je suis revenue au niveau plus local parce que je me disais, bon, mais c'est bien beau ce qui se passe en Inde, mais finalement, au Canada, au Québec aussi, on a énormément d'insécurité alimentaire, ce que je trouvais troublant dans la mesure où, contrairement à l'Inde, où on a beaucoup peut-être une problématique des enjeux économiques qu'on n'a pas ici dans un pays qui est prospère, où on a une population. Je me suis vraiment penchée sur qu'est-ce que le palier local, les municipalités. Oups, j'ai perdu ma vidéo. On vous entend, oui. OK. Qu'est-ce que les municipalités peuvent faire, en fait, pour mieux protéger, réaliser ce droit-là? Voilà un peu ce qui m'en C'est beau. On va revenir dans quelques minutes. On va vous parler de l'Inde, mais je retourne à Ouagadougou, retrouver Djeneba. Je vais vous demander d'ouvrir votre microphone, s'il vous plaît. On vous a perdu au moment où vous parliez de ce jour, de cette activité où on vous a recruté, où vous avez commencé à militer, à travailler pour les éleveurs, les éleveuses et probablement pour les femmes aussi par la suite. OK, donc je reviens à vous. Oui, allez-y. Donc, à partir de ce moment, j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce que je pouvais apporter à ces femmes. Et donc, en 1994, j'ai créé une association qui s'appelait NEDI et qui rassemblait au départ une cinquantaine de femmes parce que j'ai constaté que au niveau de ma communauté, les femmes ne menaient aucune activité, elles étaient à la maison et économiquement, c'est uniquement la vente du lait et c'est quelques litres de lait et ensuite, elles n'avaient plus d'activité. Donc, je me suis dit, bon, peut-être qu'on peut essayer de les amener à faire autre chose que de rester à la maison et pour qu'elles puissent apporter un plus aux conditions de vie de la famille. Donc, j'ai réuni ce groupe de femmes. Ça a été vraiment difficile pour moi parce que ils n'entendaient pas, les maris n'entendaient pas voir les femmes devenir indépendantes, aller à des réunions et parler économie. C'était vraiment difficile au départ. Et Donc, cette idée rejoint celle de la sécurité alimentaire parce que donner aux femmes ce pouvoir d'agir sur l'alimentation de la famille, c'est améliorer le bien-être familial en général. En général, voilà. Et surtout, amener les femmes, parce que j'ai constaté aussi que c'est une zone où les gens les enfants n'allaient pas à l'école. Et moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école. Donc, j'ai dit, je voulais amener ces femmes à mener des activités pour pouvoir accompagner leurs enfants à l'école. C'était ma première idée. Donc, l'objectif premier de ce rassemblement, et j'ai initié une petite tontine pour que l'on puisse
payer, et il suffisait seulement d'une somme pour la cantine pour les élèves et que les parents n'arrivaient pas à payer ou ne voulaient pas du tout payer parce que ce n'est pas les manques de moyens. Donc, c'est à partir de ces petits actes que la mayonnaise a pris et les femmes, nous avons commencé donc à mener d'autres activités et j'ai contacté des partenaires qui m'ont aidé à faire un jardin pour produire de la pomme de terre, ce qui était vraiment inconnu et les gens n'acceptaient pas ça, qu'une femme aille puiser de l'eau et arroser une femme éleveur, ce n'était pas leur chose. Et beaucoup se sont érigés contre moi. Mais j'ai eu quand même des femmes qui ont accepté de le faire. Et quand on a vu qu'à partir de ce moment, on a eu des partenaires qui nous ont accompagnés pour le petit crédit, et elles vont faire l'embauche, elles vont faire du petit commerce. La mayonnaise a pris et maintenant c'est devenu, toutes les femmes voulaient adhérer à l'association. Alors, vous avez vu la situation s'améliorer. Est-ce Voilà. que, avant de repasser à Jessica, est-ce que vous la sentez, cette situation fragilisée par le conflit actuel, par la situation tendue sur le plan politique et l'insécurité générale qui règne au Burkina Faso? Oui, oui, oui. Oui. Vraiment, actuellement, c'est la situation parce que les différentes activités sont aujourd'hui réduites. Les mini-laiteries qui ont été installées, et les femmes, les activités des femmes aujourd'hui sont vraiment, comment on dit, presque arrêtées parce qu'on ne peut plus se déplacer. Il y a la mobilité qui est réduite. Il n'y a plus de marché parce qu'il y a un blocus, parce que dans ma région, il y a un blocus. Et on ne va dans ma région qu'avec des convois militaires. Donc, vous voyez que vraiment la situation est vraiment sérieuse aujourd'hui. Ouais. Donc, tout ce qu'on avait bâti est remis en cause actuellement. OK, on va y revenir par la suite. On va retrouver Jessica, si vous voulez, Djeneba, qui va nous parler un peu de ce qui s'est passé l'été dernier en Inde, parce que ça a vraiment frappé tout le monde de voir un si grand pays choisir une option pareille pour protéger sa population. Et Jessica, vous avez entendu Hugo parler tout à l'heure du Mali, disant que ça avait eu un impact un peu pervers sur les producteurs. Alors, racontez un peu ce qui s'est passé du côté de l'Inde l'été dernier. Oui. Ben, j'étais intéressée d'entendre Hugo sur la situation au Mali. C'est un peu différent en Inde parce que l'Inde, et j'y reviendrai là, mais l'Inde a déjà un grand historique là, à propos d'assurer la sécurité alimentaire dans son État parce que, en fait, depuis 2001, il y a eu un jugement de la Cour suprême, un jugement qui portait sur une demande d'une organisation non gouvernementale là, qui a porté la cause pour la communauté indienne, en fait, là, suite à une famine assez intense qui avait eu lieu là, quelques années auparavant. Et depuis ce temps-là, depuis le jugement de la Cour suprême, en fait, même si le droit à l'alimentation n'est pas formellement inscrit dans la Constitution indienne, mais depuis ce jugement-là, la Cour suprême a considéré que le droit à la vie, qui était lui inscrit dans la Constitution, incluait le droit à l'alimentation. Donc, son interprétation s'est élargie. Et là, depuis ce temps-là, la Cour suprême a obligé l'État indien à mettre en place une série de programmes gouvernementaux. Je pense notamment à un programme d'alimentation scolaire, mais aussi un système public de distribution de grains, donc du riz, des lentilles, etc. Donc, l'idée, c'est que c'est des achats subventionnés. Donc, l'État paie quand même les producteurs. Donc, en fait, il n'y a pas la situation qui s'est produite au Mali, mais ce n'est pas ce qui se passe parce que les producteurs demeurent payés, puis on ne met pas les grains gratuitement, on ne les met pas à disposition de la population de manière gratuite, mais ils sont subventionnés. Donc, les producteurs sont bel et bien payés. Bon, après ça, payés selon les normes indiennes. Là, donc, c'est sûr que ça reste un milieu qui est précaire. Mais tout ça pour dire que pour revenir à ce qui s'est passé en juillet dernier, en fait, c'est que l'Inde, qui est le premier exportateur là, au monde de riz,
En fait, il représente 40 des échanges mondiaux. Il fournit du riz à la plupart des États, y compris le Canada, les États-Unis, mais aussi beaucoup de pays africains ou asiatiques, où là, on a une sécurité alimentaire qui est plus fragile. Et là, donc, en juillet dernier, pour atténuer la hausse des prix sur le marché intérieur et aussi pour garantir là, un approvisionnement suffisant, d'ailleurs pour un peu renflouer les coffres du système public de distribution, bien, on a cessé d'exporter certains types de riz. Et là, ce qui s'est passé, effectivement, les prix ont diminué au niveau interne, mais les prix au niveau international, eux, ont considérablement augmenté, puis ça a semé un peu la panique. Et là où c'est intéressant, c'est que en fait, l'Inde a notamment agi pour respecter ses engagements au niveau du droit à l'alimentation. Mais il y a aussi quelque chose qui est derrière ça, et c'est une notion un peu plus politique, c'est qu'il y a des élections nationales qui s'en viennent en 2024 et plusieurs élections au niveau des États indiens. Donc, on peut douter aussi que ce soit pour un peu se faire une belle jambe que le gouvernement ait décidé de prendre cette mesure-là. Et là où il y a un certain danger, c'est qu'effectivement, il y a la sécurité alimentaire nationale, mais il y a aussi la sécurité alimentaire internationale. Et les deux, des fois, des fois, ça peut aller dans le même sens, mais là, quand on se met à réduire des exportations d'une denrée de base qui permet de nourrir une grande partie de la population mondiale, bien là, ça devient un peu problématique. Et d'ailleurs, dans le droit à l'alimentation, oui, il y a des engagements des États au niveau interne, mais il y a aussi une obligation qui inclut une solidarité, une coopération internationale. Et là, l'Inde n'a peut-être pas agi de manière adéquate à ce niveau-là. Donc, il y a comme, c'est ça, c'est un peu contradictoire, mais il y a aussi un devoir des États d'assurer là, à l'échelle internationale que tous et toutes aient un accès à la sécurité alimentaire. Ouais. Alors, on voit bien, Geneva, à quel point tout ça est tricoté, serré, est intimement lié, puis comment une action posée avec une bonne intention de nourrir une population, qu'elle soit politique ou pas, l'effet a dû être de mieux alimenter la population. Comment tout ça peut avoir un impact ailleurs, même chez vous, à la limite. Oui, l'exemple de l'Inde, peut-être que nous pouvons le rapporter également au niveau du Burkina, qui a décidé également de ne pas d'interdire les exportations de céréales et les produits céréaliers pour éviter la pénurie et stabiliser les prix sur le marché. Et puis également pour renforcer le stock de sécurité. Mais comme au Mali, le problème s'est posé aussi parce que les commerçants avaient déjà stocké dans l'intention de vendre à un prix plus élevé que celui de l'intérieur. Et donc, ils se retrouvent avec des stocks qu'ils sont obligés de vendre à l'État à moindre coût ou au prix fixé par l'État. Et donc, c'est vraiment des problèmes au niveau de ces commerçants-là. Et également, comme elle l'a dit, sur le plan international, nous voyons qu'aujourd'hui, le Burkina veut aider le Niger. Mais il se trouve que nous-mêmes, à travers les différents blocus, nous avons des problèmes d'alimentation dans le nord. Parce que l'accès est très difficile et les convois arrivent, mettent du temps pour arriver dans la région. Et quand les denrées arrivent, les prix sont flambent. Les populations ne peuvent pas acheter ces produits-là. Et donc, il y a tous ces problèmes-là qui font que vraiment, nous ne pouvons pas comprendre ça. Et pendant ce temps, on laisse entrer des produits qui font la concurrence à nos propres produits de production, comme le riz et le lait, par exemple. Oui. Alors, une réaction aux propos de Geneva, Jessica, s'il vous plaît. Donc, cet équilibre si difficile à obtenir entre les cultures vivrières, les cultures de rente, importation, exportation, le fait de combler les besoins d'une région dans un pays donné,
C'est d'une extrême complexité, tout ça. Tout à fait. Puis je pense que ce qui ressort de ça, c'est qu'il faut trouver un certain équilibre parce qu'effectivement, on a des États, on est des États où c'est plus difficile de produire aussi pour l'ensemble de la population. On a besoin d'importer, mais il faut calculer adéquatement justement pour pas que ça porte atteinte à la capacité de l'État de nourrir des agriculteurs et agricultrices locaux de nourrir leur population. Puis, tu sais, là où je vois en tout cas comment on pourrait atteindre cet équilibre-là, ça serait aussi en diversifiant les cultures, puis en essayant d'assurer une certaine souveraineté alimentaire et pas à tout prix, je ne parle pas d'autarcie alimentaire, mais une certaine souveraineté alimentaire parce que là, on se retrouve avec des pays où les terres agricoles sont destinées à l'exportation. Les terres sont aussi hors de prix, ne sont pas accessibles pour les agriculteurs locaux. Donc, il y a toute une transformation aussi de nos systèmes alimentaires à faire à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle internationale pour s'assurer justement qu'il y ait une meilleure aussi distribution là, des richesses puis des meilleurs accords internationaux parce qu'actuellement, c'est un peu la jungle dans tout ça. Oui, oui, on le comprend bien. Djeneba, quel est donc le rôle des organisations paysannes, je pense au ROPA par exemple, et à d'autres qu'on pourrait nommer, pour représenter ces intérêts-là, l'intérêt des familles paysannes auprès des gouvernements? Est-ce qu'on l'a reperdu? Je pense qu'on a perdu Dire Djeneba. que depuis sa création, le repas comme la CPR, ils ont Alors, on va reprendre le modèle de tout à l'heure. ils se Jessica, sont occupés Ah, à faire comprendre d'abord non. de l'agriculture. Alors, Brigitte, s'il vous plaît, on Et, va couper le microphone de Djeneba. On va reprendre, et rétablir le contact, s'il vous plaît. Parfait. Alors, Jessica, on va continuer sur. Je parlais de la responsabilité des organisations paysannes, mais en même temps, le géant, il est véritablement géant. Alors, comment on peut, à petite échelle, tenter d'agir là-dessus? De la même façon, peut-être peut-on faire un parallèle avec ce qui se passe ici. Comment une petite cuisine collective, une cantine, peut-elle agir sur la sécurité alimentaire de la Ben, population qu'elle dessert? je pense que je prendrais ça de l'autre côté. Tu sais, comment l'État peut mieux soutenir aussi le travail des acteurs du terrain comme ça? Parce qu'effectivement, je pense que c'est une logique qu'on a souvent de dire, bon, ben la sécurité alimentaire, on va relayer ça aux organismes communautaires, aux banques alimentaires. Et moi, justement, à cause de ma formation avec le droit à l'alimentation, je me dis, OK, mais c'est la responsabilité première de l'État de donner à tout le monde la possibilité de se nourrir dignement, d'avoir un accès physique, économique à une alimentation adéquate, etc. Donc, les cuisines collectives, les organismes communautaires, c'est un moyen, c'est un soutien en fait à tout ça, mais ce n'est pas la source première de responsabilité. Ce n'est pas eux sur qui le poids de nourrir l'humanité devrait reposer. Et là, ben, si on regarde l'État, qu'est-ce que l'État pourrait faire? Bien, en fait, c'est pour ça, on fait au regroupement des cuisines collectives qu'on envisage réclamer l'adoption d'un projet de loi cadre sur le droit à l'alimentation parce que ce qu'il faut faire, c'est justement chapeauter ce système alimentaire-là en donnant quelque chose qui a du mordant, qui a des dents et à défaut d'inscrire le droit à l'alimentation dans la Constitution parce que je vous épargne un peu le cours de droit, mais c'est très, très complexe de modifier une Constitution. Donc, l'idée d'adopter une loi cadre, ça serait une loi qui viendrait dicter à l'ensemble du système alimentaire. Donc, autant les lois qui portent sur les lois sur la sécurité alimentaire, mais plus l'aspect sanitaire de la chose, les lois qui viennent protéger ou qui viennent accorder des protections au territoire agricole ou qui encadrent le travail de production agricole, donc de nos petits et grands agriculteurs de ce monde. Autant qu'il y a des lois aussi qui vont venir assurer un revenu adéquat à la population. Donc, une loi cadre qui viendrait finalement insuffler
des obligations à Oui. l'ensemble des secteurs. Donc, je pense que ça serait plus par ce côté-là qu'il faudrait le prendre. Et oui, les organismes communautaires, les cuisines collectives, etc., vont être des alliés dans la mise en œuvre de ces dispositions-là, mais l'État a vraiment des comptes à rendre à sa population. Puis c'est pas, on ne sort pas ça d'un chapeau. L'État canadien, par exemple, et la plupart des États dans le monde ont ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui reconnaît le droit à l'alimentation. Donc, c'est vraiment de venir activer et c'est pour ça que je parle d'une mobilisation. Il faut souvent rappeler aussi à l'État ses engagements. Et d'ailleurs, si le droit à l'alimentation était mieux protégé, bien, ça viendrait aussi teinter les accords internationaux de libre-échange. Donc là, il faudrait venir revisiter ces accords internationaux-là pour être justement certain qu'ils ne portent pas atteinte aux droits des producteurs en important massivement là, des denrées qu'on peut produire nationalement puis bien payer nos producteurs pour le faire. Est-ce que donc c'est là que peut s'exercer la pression des organisations paysannes, la pression des citoyens, la pression d'un peu tout le monde pour faire bouger les choses? Oui, et justement, je pense pour ça qu'il faut s'assurer que tout le monde connaisse ce droit, puis connaisse aussi l'idée, parce que le droit à l'alimentation, souvent dans l'imaginaire collectif, c'est seulement de dire ben tout le monde a le droit de manger à sa faim, mais c'est pas que ça. C'est aussi que les producteurs aient le droit d'être de recevoir une juste rémunération pour leur travail. C'est aussi de s'assurer que nos aliments ne soient pas pleins de pesticides. Tu sais, il y a l'aspect aussi le caractère adéquat des aliments, c'est qu'on ait accès à des aliments qui ne sont pas du poison finalement pour ceux qui les consomment. C'est aussi s'assurer de la durabilité de nos systèmes alimentaires. Donc, on sait qu'un des plus grands producteurs de GES, c'est la manière dont on consomme et dont on produit les aliments. Fait que tout ça est interrelié. Puis, penser en termes de droit à l'alimentation et le réclamer, ben, c'est un peu mettre tout ça de l'avant puis dire ben, on doit aborder l'alimentation de manière systémique pour que tout le monde en bénéficie. Très vaste. Alors, Geneba est revenue. On est heureux de vous revoir. Ça va, ça vient. On s'est quitté cette dernière fois sur le rôle des organisations paysannes. Et Jessica, pendant ce temps-là, je ne sais pas si vous avez pu entendre une partie de son intervention, a parlé de l'importance d'agir sur les États pour qu'ils prennent en compte les besoins des populations et qu'ils assurent plus qu'une distribution alimentaire, mais des conditions de production, des conditions de distribution et on parle de sécurité, le mot est très, très bien choisi. Donc, on assure cette sécurité au plus grand nombre possible, à l'ensemble d'une population. Alors, de votre côté, Geneba, quel serait le rôle des organisations paysannes? Les organisations paysannes ont, depuis surtout la création du repas, ont mené beaucoup de plaidoyer auprès des gouvernements pour l'atteinte à la sécurité alimentaire. Et le mot-clé au niveau du repas, c'était l'Afrique nourricière, pour dire qu'en Afrique, si les gouvernements s'investissent, l'Afrique peut se nourrir. Et nous avons développé ce thème depuis la création. Et c'est comme si les collèges des femmes ont porté ce concept-là. Et nous interpellons le gouvernement pour l'accompagnement afin d'améliorer les conditions de production, afin que les paysans aient accès à une technologie qui leur permette de produire, qu'ils aient également accès au financement, parce que l'agriculture doit être financée. Et les circuits financiers qui existent n'ont pas, comment on dit, des produits qui s'adaptent à l'agriculture. Et donc, il faut que le gouvernement intervienne soit pour faire, par exemple, des fonds de garantie pour que l'agriculteur ait accès au financement, soit également qu'il puisse accompagner, par exemple, par l'octroi de la technologie au niveau des agriculteurs. Donc, il y a une expérience au niveau du gouvernement. Oui. Oui. Est-ce que vous me permettez d'ajouter que le gouvernement agisse pour que les femmes aient accès au foncier? Je pense que c'est une de vos luttes de la première heure. Oui,
l'accès à la terre, c'est vraiment la base pour la production. Et c'est une lutte que nous menons parce qu'on a constaté que les femmes n'ont pas accès à la terre. Et dans le rôle de l'atteinte à la sécurité alimentaire, je crois que les femmes jouent un rôle important. Et même dans l'agriculture familiale, elles sont au début et à la fin, comme on peut le dire, parce qu'elles participent sur tout le long des activités pour produire, pour transformer. Et le combat que nous avons mené depuis, je crois, 2005, parce que les politiques au niveau national ne disent pas que la femme n'a pas accès à la terre. Mais il y a, par rapport à cette politique nationale, il y a ce qu'on appelle les us et les coutumes, les traditions. Là où, dans le village, la femme n'a pas droit à la terre. Et donc, nous avons commencé à sensibiliser ces chefs coutumiers-là. Nous avons un programme avec un partenaire et nous avons, comment on dit, réuni, ou du moins nous allons vers ces chefs coutumiers pour leur demander d'octroyer des terres aux femmes. Mais le problème qui se pose encore, c'est que de plus en plus, avec les plaidoyers, les sensibilisations, on octroie des terres aux femmes, mais ces terres ne sont pas sécurisées. Donc, parce qu'elles ne peuvent pas investir sur ces terres-là tant qu'elles ne sont pas propriétaires de ces terres. Donc là aussi, il y a un problème. À un certain moment, elles produisent sur ces terres, surtout pour les groupements, et à un certain moment, quand elles ont, généralement, on leur donne des terres dégradées qu'elles sont obligées de fertiliser et tout. Et dès que c'est fertile et que la production devient plus importante, on vient et on retire la terre parce qu'il n'y a rien qui dit qu'elles sont propriétaires des terres. Alors qu'une fois qu'elles ont amélioré la terre, elles en perdent, voilà. elles en perdent l'usage. Elles en perdent, voilà, l'usage. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Au début, on a demandé aux gens de décrire par un exemple concret, en peu de mots, ce que représente la sécurité alimentaire au quotidien dans leur environnement. Alors, si vous le voulez bien, mesdames, on va demander à Marie-Julie Ménard d'ouvrir sa caméra, de nous faire un petit résumé de ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et par la suite, je vais vous demander votre définition à vous de ce que représente la sécurité alimentaire au quotidien. Je veux également signaler aux gens qui sont avec nous aujourd'hui que vous avez cette autre zone de discussion au bas de votre écran où vous pouvez poser des questions à nos deux panélistes. Alors, profitez-en, mais Marie-Julie, on écoute les réponses à la question, s'il vous plaît. Merci Hélène. Bonjour à toutes et tous. Nos réponses sont venues du Sénégal, du Mali, du Niger, d'Haïti, du Québec. Donc, on parlait beaucoup de production agricole, évidemment, l'accès, notamment l'accès aux intrants de qualité, la disponibilité autant en quantité qu'en qualité, et ce, de manière continue. Puis évidemment, la consommation de la nourriture pour répondre aux besoins alimentaires puis à la santé de tous. On a abordé aussi les sujets de souveraineté alimentaire puis d'achat local au Québec, où on a fait beaucoup la promotion durant la pandémie. Puis il y a eu un petit argumentaire. Peut-être que ce sera le sujet d'un prochain panel à lui seul, mais on voit très bien que la perspective change selon le lieu géographique puis notre place aussi au sein de la filière agroalimentaire. En résumé, je vais citer simplement M. Michaud d'Agro-Québec qui mentionne que la sécurité alimentaire consiste pour un pays à protéger sa capacité de production et de transformation d'aliments de qualité afin qu'ils soient accessibles pour tout le monde, tout en assurant un revenu juste et équitable pour l'ensemble des acteurs de la filière agroalimentaire. Donc, voilà pour les réponses, à la question. À la question. Et maintenant, on attend vos questions parce qu'on a encore un peu de temps jusqu'à la fin du panel. Jessica, une réaction aux commentaires d'André Michaud. Donc, protéger sa capacité de production et de transformation, assurer la sécurité alimentaire du plus grand nombre. Je vous laisse continuer là-dessus, puis on ira à la définition de Geneva après.
et à la vôtre peut-être par la suite, si elle est un peu différente, mais une réaction d'abord. Ben, effectivement, je trouve ça super intéressant. Je pense que c'est le début, tu sais, de la sécurité alimentaire, de dire, ben, tu sais, d'avoir une capacité de production, puis aussi, je dirais, tu sais, de bien protéger, de bien encadrer cette production-là, donc de s'assurer que celles et ceux qui produisent la nourriture puissent le faire de manière pérenne, hein, donc qu'ils soient, oui, rémunérés convenablement, mais comme Djenaba le soulevait aussi, qu'il y a accès à des terres, puis qu'il y a accès aux fonciers, mais de manière durable aussi. Puis bon, je reviendrai sur ma définition par la suite, si j'ai bien compris. Oui, mais c'est beau. Alors, Djeneba Diallo, votre définition de la sécurité alimentaire au quotidien, aujourd'hui, là, en ce moment, comment vous pourriez nous la décrire? Aujourd'hui, je dirais que la sécurité alimentaire, c'est de pouvoir fournir à la population des aliments de qualité en quantité qui soient disponibles et qui soient accessibles. Parce que la situation fait que la disponibilité et l'accessibilité posent problème actuellement du fait de l'insécurité. Donc, je crois que c'est le nœud en ce moment. Je pense aujourd'hui que ouais. Oui, ça recommence à couper, Djeneba. Je ne sais pas si on retente une nouvelle connexion ou si on ferme la caméra pour une minute. On va aller à Jessica pour entendre sa définition. Oui, ben moi, je suis une juriste, hein, je suis à cheval sur les textes consacrés. Donc, ma définition de la sécurité alimentaire, je dirais que c'est celle qui a été consacrée au sommet mondial de l'alimentation, là, qui est reconnue. C'est l'idée de dire que, en fait, c'est un peu ce que Djenaba disait, ce qu'on a entendu, c'est que tous les êtres humains aient à tout moment un accès physique, économique à une nourriture suffisante, saine, nutritive, qui leur permettent de satisfaire finalement leurs besoins biologiques, mais aussi psychologiques, communautaires. Il y a quelque chose aussi de culturel dans l'alimentation. Je pense que c'est important de le mettre de l'avant. Puis à ça, ben, j'ajouterais, ça c'est la définition officielle, mais là, ça c'est la sécurité alimentaire. Donc si on adjoint à ça le droit à l'alimentation, ben, ça vient avec toute une perspective de droits humains qui implique la durabilité, l'équité, la participation dans la définition de nos systèmes alimentaires, la responsabilité de l'État, je l'ai dit, la dignité aussi, donc la possibilité de se nourrir de manière digne, hein, pas seulement de recevoir des denrées qu'on n'a pas choisies, etc. Fait qu'il y a tout ça aussi qui vient s'adjoindre. On voit à quel point, même si l'ampleur des situations diffère, à quel point les principes se rejoignent et à quel point les principes sont les mêmes, sont universels. Tout à fait. Oui, puis ça, je pense pas pour rien que l'alimentation, c'est une des premières, un des premiers éléments sur lesquels les États se sont entendus à l'échelle internationale. Tu sais, c'est un peu là-dessus qu'il a été le plus simple de faire des traités, des conventions, parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'universel. Puis je pense que les besoins sont criants d'une part, mais sont partagés par l'ensemble de la population mondiale. Oui. Djeneba, de quoi avez-vous besoin comme organisation partenaire pour continuer d'avancer? Je sais que la situation du Burkina est particulière, mais est-ce que en Afrique de l'Ouest en général, qu'est-ce qu'il vous faut pour continuer? De quel type de complice avez-vous besoin à l'échelle mondiale pour avancer? Nous avons vraiment besoin de solidarité. Dans la situation que nous vivons, nous avons besoin des partenaires qui puissent comprendre notre situation et nous accompagner dans comment on dit, à améliorer notre production et on peut même parler d'organisation, de financement pour structurer notre agriculture et surtout nous accompagner pour faire des plaidoyers auprès de nos gouvernants pour qu'ils puissent prendre en compte certaines productions que nous avons et que, parce qu'aujourd'hui,
l'agriculture est le plus grand employeur. Et si on ne protège pas tous ces jeunes, tous ces déplacés, qu'est-ce qu'ils vont mener comme activité? Et c'est voir que ça peut créer d'autres problèmes. Oui, oui. L'onde de choc En s'étend. plus de Oui, l'onde de choc s'étend sécurité. largement. Marie-Julie a Voilà. une question Donc, pour chacune voilà. d'entre vous. En fait, j'irai avec une question d'Ousseinouka au Sénégal du CNCR. D'abord pour Jessica. Le respect du droit à l'alimentation peut-il contraindre l'Inde à vendre son surplus de production de riz malgré sa volonté de se replier sur elle-même pour des questions de sécurité? Oui, après, oui, tout à fait, parce que, comme je disais, ça fait partie des obligations des États d'assurer la coopération internationale, la solidarité, que même à l'échelle mondiale, on ait une sécurité alimentaire. Après ça, dans la pratique, c'est là où ça devient plus difficile en droit international. On n'a pas comme à l'échelle nationale là, des tribunaux. Ben, il y en a, mais c'est très difficile à mettre en œuvre, là, les sanctions internationales. Après ça, ça peut jouer au niveau politique. Il pourrait y avoir des boycotts d'autres produits indiens par les États qui forceraient l'Inde à finalement décider de mettre fin à cette pratique-là. Mais donc, oui, mais en pratique, après ça, ça devient un peu plus difficile. Je pense que c'est vraiment au niveau des pressions politiques que ça va jouer. Oui, il y a un oui, mais. Hein? C'est ça. Exact. Oui. Je vais en profiter, Jessica, pour rebondir justement. Vous avez mentionné, puis Mme Diallo appuie beaucoup au niveau des plaidoyers qui peuvent être joués par les OP, puis que le droit à l'alimentation relève des États. Auriez-vous, je ne sais pas si ça se dit comme ça publiquement, mais un État modèle, un État qui vraiment, les lois cadres sont structurées et permettent… Oui. Le Une Brésil. inspiration. Oui. Oui, le Brésil, puis la FAO aussi souligne ce qui se passe au Brésil. Après ça, il y a eu une petite période sombre pendant l'ère Bolsonaro, mais là, Lula est de retour et c'est lui vraiment qui avait mis en œuvre là, la plupart des programmes, des lois, etc. Donc, le Brésil est vraiment un État exemplaire. D'ailleurs, il porte beaucoup l'oreille aux revendications des communautés autochtones. Là. Sur place, il y en a beaucoup, surtout en Amazonie. Après ça, ce n'est pas parfait non plus. Hein. C'est un vaste État. Il y a aussi de la corruption, etc. Ils ont beaucoup de problèmes politiques, mais reste que c'est quand même un État duquel on peut s'inspirer. Là. Et le Brésil est une puissance agricole, donc une puissance exportatrice. Et vous dites qu'à travers tout ça, on réussit à agir à l'interne sur le mieux-être des populations? Oui, tout à fait. Il y a un programme justement là, d'alimentation scolaire à l'instar de l'Inde, mais plus largement aussi, il y a en fait, ils agissent aussi beaucoup au niveau du revenu. Donc, ils donnent une certaine subvention aux familles là, qui sont en deçà d'un seuil de revenu minimum. Ils ont beaucoup de systèmes aussi plus spécifiques là, justement pour les communautés autochtones. Ils ont distribué énormément de terres aussi aux paysans, paysannes. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Tu peux m'aider avec Marie, elle va amener qui ont été faites. Oui, alors Djeneba, Marie-Julie a une question pour vous. Oui, peut-être en fait pour les deux, mais on peut commencer par Djeneba. Il y a Simon qui demande, la notion de sécurité alimentaire a beaucoup évolué au cours des années, alors que l'accord sur l'agriculture vise à pousser le libre-échange des denrées agricoles. Cet instrument est-il encore pertinent dans un contexte où le protectionnisme agricole pullule sur la planète? Le micro, Djeneba. Non, votre micro est fermé. Oui. Alors, est-ce que Brigitte a le contrôle sur le micro? L'icône tout en bas de votre écran, sur la gauche, normalement. Si vous glissez votre souris, vous allez voir le petit microphone. Peut-être que Jessica, voulez-vous tenter une réponse? Là, j'ai juste manqué le début. Est-ce que le libre-échange est à remettre en cause? Est-ce que la notion de sécurité alimentaire a évolué au fil des ans? Okay. Je pense que ça commençait comme ça, Marie-Julie. En fait, la notion de sécurité alimentaire semble vraiment avoir évolué au fil des ans. Puis est-ce que alors que l'accord sur l'agriculture vise à pousser le libre-échange des denrées agricoles, est-ce que c'est un instrument qui est encore pertinent dans un contexte de protectionnisme agricole?
qu'on vit à travers la planète? Ben oui et non. Tu sais, encore là, je dis c'est un équilibre à trouver. Tu sais. Oui, il faut du protectionnisme, mais je pense que ce qui est encore plus important aussi d'assurer, c'est une diversité des cultures. Puis là, je pense dans un contexte aussi de bouleversement climatique, je pense que la sécurité alimentaire va beaucoup jouer en termes il faut diversifier, faut rendre nos systèmes agricoles plus résilients. Parce que si vraiment, comme je pense au Québec, où on produit énormément de maïs, de soya, le jour où il y a une maladie quelconque qui va s'emparer de nos champs, ça ne sera pas très beau. Il faut diversifier les semences aussi, puis ça, les paysans, paysannes de partout dans le monde le mettent de l'avant. On survit sur quelques variétés de semences, alors qu'il en existe une panoplie qui sont protégées quelque part, je pense, en Europe du Nord. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, sécurité alimentaire, oui, se transforme au gré des bouleversements socio-économiques. Des protectionnismes, oui et non, justement, parce que je pense qu'il va falloir aussi être solidaire dans les transformations qu'on va vivre. Puis, il y a aussi, en tout cas, il y a beaucoup d'États où il y a en tout cas, il y a de la sécheresse, etc. Puis, souvent, ces États sont encore plus vulnérables maintenant parce qu'on a bénéficié énormément de leur potentiel agricole, puis nous, on a importé leurs produits au détriment un peu de la population. Fait que je pense qu'on doit redonner aussi à ces populations-là qui vont peut-être avoir plus de difficultés dans les prochaines années là, à se nourrir convenablement. Merci beaucoup de la réponse, Jessica Dufresne. Est-ce que Geneva, vous êtes toujours avec nous? J'essaie de voir. OK, je pense qu'on l'a perdu. Là, quand vous me voyez la tête un peu basse, c'est qu'on a un système de texto entre nous, de messages, pour être capable de savoir où est-ce qu'on en est. Alors, je pense qu'on l'a perdu. Je vais vous poser une question, Jessica Dufresne, et ce sera la question de la conclusion. Vous avez parlé de climat, de changement climatique. Est-ce qu'il n'y a pas là, dans le bouleversement qui est en voie de se produire, est-ce qu'il n'y a pas là une occasion de pousser davantage sur ces questions-là et de l'entreprendre enfin, ce grand chantier, compte tenu de la menace climatique qui pèse? Ben, je pense que oui, c'est un momentum qu'il faut saisir. Après ça, est-ce qu'il y aura une volonté politique? Je pense que la volonté de la part de la population est là. En tout cas, moi, je le sens beaucoup sur le terrain au Canada. Puis je pense que c'est partagé mondialement. La FAO tient des forums aussi annuels, etc. Puis je pense qu'il va falloir aussi porter l'oreille aux revendications des paysans, paysannes et des communautés autochtones qui ont un peu la solution aux problèmes, surtout en matière de changement climatique. Ils sont sur le terrain, ils connaissent les besoins. Ils savent comment rendre nos systèmes plus résilients. Donc, il va falloir écouter ces gens-là. Il va falloir augmenter les revenus aussi. Il y a des subventions qui doivent être redirigées. On subventionne certaines filières qui sont peut-être moins durables ou du moins accompagner la transformation de ces filières-là. Il y a vraiment beaucoup de chantiers. Puis, il ne faut jamais perdre de vue qu'il faut les aborder de manière simultanée parce que notre tendance aussi, c'est de se concentrer sur un secteur, puis bon, de se dire, bon, OK, c'est là qu'il faut travailler, mais pour l'alimentation, je pense que c'est impossible. Il faut travailler à la fois la sécurité alimentaire au niveau d'accès, d'accessibilité économique à l'alimentation, mais aussi au niveau de la production, de la transformation, puis de l'empreinte écologique de tout ça. C'est à prendre dans un bloc. Alors, on voit qu'on a un travail énorme à poursuivre. Je vous remercie beaucoup, Jessica Dufresne. Je pense que je peux vous dire à la prochaine. Djeneba Diallo qui a quitté, mais elle était avec nous à partir de Ouagadougou au Burkina Faso. Elle nous a fait part de ce travail qu'elle mène depuis bientôt 30 ans auprès des femmes et des organisations paysannes là-bas. C'est une complice, elle et son organisation de longue date du PA Développement International. À vous tous et toutes, la centaine de personnes qui étaient avec nous aujourd'hui, je vous remercie infiniment de nous avoir accompagnés. On continue de recueillir vos commentaires et bien sûr, on vous fera part de notre prochain rendez-vous. Bon, il y a des gens qui envoient des au revoir, donc on vous attend la prochaine fois. Répandez la nouvelle. On continue de vous proposer des panels. Un autre d'ici la fin de l'année 2023 et il y en aura également par la suite. Et si vous avez des idées de panels, il ne faut pas hésiter à nous en faire part. Alors, vous avez les coordonnées du PA Développement International. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée où que vous soyez et à la prochaine. Merci. Merci Hélène, merci Jessica. Au revoir tout le monde.